Le cimetière était derrière eux, mais la douleur, elle, ne l'était pas. Valentina serra la main de Thomas tandis qu'il montait les marches usées de l'appartement. À 17 ans, elle sentait le poids du monde sur ses frêles épaules. Thomas, 9 ans à peine, ne comprenait pas entièrement que maman ne reviendrait jamais. « Vous avez 1 heure, décréta Rodrigo, leur beau-père, ouvrant la porte en grand. Ce que vous ne prendrez pas, je le jetterai à la poubelle. Valentina ne répondit pas. Il y avait longtemps qu'elle avait appris que les mots ne faisaient qu'aggraver les choses avec lui. Elle entra en tirant Thomas, qui regardait d'un œil effrayé le visage rougi de Rodrigo. « Où allons-nous, Val ?» murmura Thomas tandis qu'elle sortait une valise usée de l'armoire. « Loin d'ici, répondit-elle, y fourrant le peu qu'il possédait. Maman m'a donné des instructions. Elle se rappela les mots de sa mère 2 semaines auparavant, quand la fièvre consumait déjà ses dernières forces. Dans mon tiroir, il y a des documents importants, Valentina. Quand je ne serai plus là, prends-les et pars avec Thomas pour Mexico. Cherche l'adresse qui est notée. Promets-moi que tu le feras. Valentina ouvrit le tiroir de la table de chevet. Enveloppée dans un mouchoir de soie usé, elle trouva une enveloppe épaisse. Sans la vérifier, elle la glissa au fond de la valise, avec les quelques photos qu'ils avaient de leur mère. 30 minutes, cria Rodrigo depuis le salon, où il vidait déjà une bouteille de tequila. Les mains tremblantes, Valentina remplit la valise avec l'essentiel, des vêtements pour eux deux, l'ours en peluche râpé de Thomas, un livre de contes que leur mère leur lisait et le médaillon qui avait appartenu à leur grand-mère. « Ne pleure pas, Tommy, murmura-t-elle en essuyant les larmes silencieuses qui coulaient sur les joues de son frère. Nous allons nous en sortir, je te le promets. Ils quittèrent l'appartement sans dire au revoir. Rodrigo ne leva même pas les yeux lorsque la porte se referma. Le soulagement de Valentina en descendant les escaliers se mêlait à une terreur absolue. Ils étaient seuls. La gare routière bourdonnait d'activité. Valentina compta les pièces qu'elle avait économisées pendant des mois, prévoyant ce moment. Il n'y en avait pas assez pour 2 billets pour Mexico. « Tu vois ce bus là-bas » montra-t-elle à Thomas un énorme camion de marchandises. « On va jouer aux explorateurs. Il faut monter sans que personne ne nous voie. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. Pour lui, tout était une aventure. Ils attendirent que le chauffeur et son assistant entrent à la cafétéria. Le cœur battant à tout rompre, Valentina aida Thomas à monter dans le compartiment de chargement, où il y avait des cartons et des valises. Ils s'installèrent dans un coin, blottis l'un contre l'autre, la valise pour unique oreiller. Le voyage fut interminable, 18 heures d'obscurité, de froid et de peur. Thomas finit par s'endormir, épuisé par ses pleurs silencieux. Valentina resta éveillée, vigilante, se souvenant des quelques instructions de sa mère et répétant mentalement l'adresse. Quand le camion s'arrêta enfin, Valentina secoua doucement Thomas. « Nous sommes arrivés, petit frère. Maintenant, il faut descendre sans se faire voir. » Ils profitèrent du moment où il déchargeait la marchandise pour se faufiler dans la foule. Mexico les accueillit avec son chaos, son bruit et son immensité accablante. Valentina sortit un papier froissé de sa poche, Hôtel Impérial, Paseo de la Reforma, 272. Ils marchèrent des heures, demandant leur chemin, traînant la lourde valise. Thomas commençait à se plaindre de faim et de fatigue. « Juste un petit peu plus », promit Valentina, bien qu'elle n'eût aucune idée de la distance restante. Le crépuscule peignait le ciel quand ils aperçurent enfin l'imposant bâtiment. Ce n'était pas un simple hôtel, c'était un palais de verre et de marbre. Valentina s'arrêta, intimidée. « Je n'ai jamais été dans un endroit pareil. »« C'est ici » demanda Thomas les yeux écarquillés. « Il semblerait, » murmura-t-elle, incertaine. Ils entrèrent par une porte latérale, évitant le portier en uniforme. L'intérieur était encore plus impressionnant, lustre en cristal, tapis épais, personnes élégamment vêtues. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Thomas. Avant que Valentina ne puisse répondre, les portes d'un grand salon s'ouvrirent en grand. Un flot de personnes élégantes sortit en riant et en conversant. Sans réfléchir, Valentina entraîna Thomas à l'intérieur, profitant de la confusion. Ils se retrouvèrent au milieu d'une fête luxueuse, des tables aux nappes blanches, des arrangements floraux exquis, des serveurs offrant des coupes de champagne. Valentina sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « J'ai faim », murmura Thomas,
regardant avec envie un plateau de amuse-gueule. « Attends ici, ne bouge pas », lui dit Valentina, laissant la valise à côté de son frère tandis qu'elle se dirigeait pour prendre quelque chose à manger. Elle était en train de remplir une petite assiette quand elle sentit une main ferme sur son épaule. « Je ne me souviens pas de vous avoir invité à ma fête », dit une voix masculine profonde et sereine. Valentina se retourna, se retrouvant face à un homme d'environ 35 ans, en costume impeccable, les yeux sombres l'étudiant avec curiosité. « Nous. » balbutia-t-elle. « Nous. » demanda-t-il, haussant un sourcil. Valentina chercha Thomas du regard. Elle le trouva près de la valise, mais il n'était pas seul. Une femme élégante, aux cheveux blonds parfaits, s'était approchée de lui et examinait la valise avec dédain. « Thomas !» cria Valentina en courant vers lui. Tout se déroula au ralenti. La femme blonde ouvrit la valise, demandant quelque chose à Thomas. Valentina arriva à leur côté, bousculant la femme. L'homme en costume apparut derrière eux. Thomas, effrayé, agrippa la main de sa sœur. « Allons-y !» s'exclama Valentina, prenant la valise. Ils coururent vers la sortie, esquivant les invités surpris. L'homme les suivait, les appelant. La valise, trop lourde, se balançait dangereusement. En arrivant à la porte, Valentina trébucha. La valise s'envola de ses mains, heurtant le sol d'un bruit sec. La fermeture céda, s'ouvrant en grand. Un silence absolu tomba sur le hall. Éparpillés sur le marbre poli, plusieurs liasses de billets de $100 brillaient sous les lumières de l'hôtel. Des centaines, peut-être des milliers de dollars. Valentina regarda les billets, puis Thomas, puis l'homme qui les observait avec une expression indéchiffrable. « Je l'ai promis, Tommy », murmura-t-elle. « J'ai promis à maman que je prendrais soin de toi. » Elle saisit la main de son frère et, laissant la valise ouverte avec son trésor inattendu, ils coururent vers la nuit de Mexico, où les ombres promettaient refuge et danger à parts égales. Ivan Mendoza contempla les liasses de billets éparpillés sur le marbre. En 15 ans à la tête de l'hôtel impérial, il n'avait jamais rien vu de tel. Il ramassa la valise tandis que son esprit calculait la valeur approximative de cette fortune improvisée. « Que faisons-nous, monsieur ?» demanda un des gardes de sécurité, s'approchant d'un pas ferme. « Rien », répondit Ivan, fermant la valise. « Je m'en occupe personnellement. » Renata Fuentes, sa fiancée et directrice des relations publiques de l'hôtel, s'approcha avec une expression indignée. « Avez-vous vu comment cette morveuse était habillée ? Nous devrions appeler la police immédiatement. » Ivan ignora le commentaire. Quelque chose dans les yeux de cette adolescente lui avait transmis un désespoir authentique, une peur qu'aucun voleur professionnel ne pourrait feindre. « Annulez mes réunions de ce soir », ordonna-t-il, se dirigeant vers la sortie. La pluie tombait avec force sur les avenues de la capitale. Ivan parcourut les rues avoisinantes pendant près d'une demi-heure jusqu'à ce qu'il les trouve blottis sous l'auvent déchiré d'une boulangerie fermée. L'enfant tremblait, serré contre sa sœur, qui tentait de le protéger de son corps frêle. « Vous avez oublié quelque chose », dit Ivan, tenant la valise. Valentina se redressa immédiatement, plaçant Thomas derrière elle. Ses yeux, mélange de peur et de détermination, analysèrent chaque mouvement de l'homme d'affaires. « Nous ne voulons pas de problème », murmura-t-elle d'une voix brisée, mais ferme. « Moi non plus », répondit Ivan, posant la valise sur le sol mouillé. « Je veux juste comprendre ce que font deux mineurs seuls dans la ville avec assez d'argent pour acheter la moitié d'un hôtel. » L'estomac de Thomas gargouilla bruyamment. Ivan observa les joues creuses du petit, ses lèvres pâles, les vêtements trop grands pour son corps fragile. « Il y a un restaurant à 2 pâtés de maison qui est encore ouvert, » commenta-t-il avec une désinvolture étudiée. « Nous pouvons parler pendant que vous mangez quelque chose. La valise sera plus en sécurité là-bas que dans la rue. » Valentina hésita, mais un autre gargouillis de l'estomac de Thomas fit pencher la balance. Le restaurant était modeste, mais accueillant. Après avoir commandé, Valentina garda la valise entre ses jambes, sans lâcher la main de son frère un instant. « Notre mère est morte il y a 3 jours, » expliqua-t-elle finalement. « Notre beau-père nous a chassés de la maison ce matin. Elle m'a demandé de venir à Mexico à cette adresse avec ses documents. Je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. » Ivan perçut la sincérité dans chaque mot. Tandis que les frères dévoraient la nourriture chaude, il étudia leur visage marqué par la fatigue et la douleur récente.
Puis-je vous aider à trouver un endroit sûr pour passer la nuit? Proposa-t-il. Pourquoi vous ferions-nous confiance? Demanda Valentina, repoussant son assiette vide. Parce que j'aurais pu appeler la police et je ne l'ai pas fait, répondit-il simplement. De plus, vous avez besoin d'aide et je peux vous la fournir sans rien demander en retour. Dans la chambre d'hôtel que Yvan leur avait attribuée, Valentina permit enfin à Thomas de s'endormir. Le petit s'effondra presque instantanément, agrippé à son ours en peluche usé. Pendant ce temps, dans son bureau, Ivan affrontait la fureur contenue de Renata. « As-tu complètement perdu la tête » siffla-t-elle. Deux gamins ramassés dans la rue, installés dans une suite exécutive avec cette valise pleine d'argent, cela pourrait être n'importe quoi. Ce sont des enfants effrayés, Renata, répondit-il calmement. Demain, nous éclaircirons tout. L'aube apporta la fièvre. Thomas brûlait, son petit corps convulsé par des frissons. Valentina, désespérée, composa le numéro que Yvan avait laissé. 40 minutes plus tard, un médecin privé s'occupait de l'enfant tandis que Valentina observait impuissante depuis un coin de la pièce. Pneumonie incipiente, diagnostiqua le médecin. Il aura besoin d'antibiotiques et d'un repos absolu pendant au moins une semaine. Quand le médecin se retira, Ivan trouva Valentina pleurant silencieusement près du lit de son frère. « Tout cela est ma faute, murmura-t-elle. J'aurais dû mieux m'occuper de lui. »« Tu as fait plus que beaucoup d'adultes ne feraient, » répondit Ivan, surpris par la tendresse qu'il ressentait envers cet inconnu. « Maintenant, repose-toi, je veillerai sur Thomas. » Valentina secoua la tête, mais l'épuisement l'emporta sur sa volonté. Elle s'endormit dans le fauteuil, la main toujours tendue vers le lit de son frère. Profitant du moment, Ivan examina attentivement la valise. Sous les liasses de billets, il trouva l'enveloppe que Valentina avait mentionnée. Son contenu le laissa sans voix, un testament notarié, des documents bancaires et une lettre manuscrite à la calligraphie tremblante d'une personne malade. Pendant qu'il lisait, les pièces commencèrent à s'emboîter. La mère des enfants ne les avait pas envoyés à n'importe quel hôtel, elle les avait spécifiquement envoyés à l'hôtel Impérial, propriété du groupe Mendoza. La porte s'ouvrit discrètement. Renata entra avec une expression triomphante. « J'ai découvert qui ils sont, » murmura-t-elle. « J'ai contacté leur beau-père. Il dit qu'ils ont volé cet argent et se sont enfuis. Il est en route. » Ivan regarda les documents dans ses mains, puis les frères endormis. Le testament était sans équivoque, tout comme les relevés bancaires. Les enfants n'étaient pas des voleurs, ils étaient des héritiers légitimes. « Annulez cet appel immédiatement, » ordonna-t-il avec une froideur inhabituelle. « Et préparez-vous à une longue explication. » Renata pâlit en voyant l'expression d'Ivan. « Que as-tu trouvé » demanda-t-elle, s'approchant pour voir les documents. Ivan rangea tout dans l'enveloppe, l'éloignant de la vue de Renata. « La vérité, » répondit-il simplement. « Et cela changera beaucoup de choses. » Il regarda Valentina, qui dormait inconsciente de la tempête qui s'annonçait. Dans ses mains, il tenait maintenant le secret que sa mère avait protégé jusqu'à la fin. Un secret qui altérerait à jamais le destin de ses frères et sœurs et, peut-être, le sien propre. Le matin se levait quand Valentina se réveilla en sursaut. Ses yeux cherchèrent immédiatement Thomas, le trouvant endormi avec une respiration tranquille. La fièvre était tombée. Une odeur de café frais inondait la chambre. Ivan restait assis près de la fenêtre, observant le réveil de la ville tout en examinant des documents sur une table improvisée. « Bonjour », salua-t-il sans lever les yeux. « Le petit déjeuner arrivera dans 10 minutes. » Valentina se redressa, désorientée par le luxe qui l'entourait. Les événements de la nuit précédente lui revinrent en mémoire comme des fragments d'un rêve turbulent. « Comment va Thomas » demanda-t-elle, s'approchant du lit de son frère. « Mieux. Le médecin est passé il y a 1 heure. Il dit qu'il a bien réagi au traitement. » Un silence gênant s'installa entre eux. Ivan finit par écarter les documents et fit face à son regard. « J'ai examiné le contenu de l'enveloppe, » avoua-t-il sans détour. « Je pense que même toi ne savais pas ce qu'elle contenait réellement. » Valentina serra la mâchoire. « C'était des affaires privées de ma mère. »« Ce sont des affaires qui te concernent maintenant directement, » répondit Ivan, étalant plusieurs papiers sur la table. « Ceci est un testament légalement valide. Ta mère, Elena Castillo,
a laissé un héritage d'environ 2 millions de dollars à ton nom et à celui de ton frère. La pièce sembla tourner autour de Valentina. Elle se retint au dossier d'une chaise pour ne pas perdre l'équilibre. C'est impossible, murmura-t-elle. Nous vivions dans un appartement minuscule. Maman travaillait double shift comme infirmière pour payer le loyer. Ivan hocha la tête, compréhensif. Selon ses documents, l'argent provient de la vente de propriétés familiales à Monterrey, plus une indemnisation pour un accident de travail qui a affecté ton grand-père. Ta mère a gardé ses fonds sur un compte séparé, intact pendant des années. Valentina s'effondra sur la chaise. Des souvenirs épars commencèrent à prendre sens, les conversations à mi-voix que sa mère avait au téléphone, ses voyages mystérieux dans la capitale, son insistance pour que Valentina termine ses études, quoi qu'il arrive. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Aurions-nous pu vivre mieux, payer de meilleurs traitements pour sa maladie? La lettre explique quelque chose, répondit Ivan, lui tendant une enveloppe usée. Je pense que tu devrais la lire toi-même. Les doigts tremblants, Valentina en sortit plusieurs pages couvertes de la calligraphie de sa mère. Pendant qu'elle lisait, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Rodrigo n'a jamais su pour l'argent, murmura-t-elle finalement. Elle l'a gardé secret parce qu'elle craignait qu'il le dilapide. Elle voulait s'assurer qu'il servirait à notre avenir. À ce moment-là, Thomas ouvrit les yeux. Son regard endormi parcourut la pièce jusqu'à s'arrêter sur sa sœur. « Nous sommes dans un château, Val ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Valentina s'approcha, embrassant son front avec tendresse. « Presque, petit. Repose-toi encore un peu. » La matinée s'écoula entre des appels à des avocats et des comptables de confiance. Ivan mobilisa son équipe juridique pour vérifier l'authenticité de chaque document. Pour midi, il n'y avait plus de doute, les frères Castillo étaient légitimement millionnaires. « Je ne comprends pas pourquoi tu nous aides autant », commenta Valentina en regardant Thomas jouer avec un puzzle qu'une employée de l'hôtel lui avait apporté. « Tu ne nous connais même pas. » Ivan garda le silence un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Je connais ta détermination, » répondit-il finalement. « J'ai vu comment tu as protégé ton frère, comment tu as assumé une responsabilité que beaucoup d'adultes éviteraient. Cela m'en dit plus sur toi que n'importe quel curriculum vitae ou référence. » Le téléphone d'Ivan interrompit la conversation. L'expression de l'homme d'affaires se durcit en écoutant. « Renata arrive », annonça-t-il en raccrochant. « Elle est en colère. » Valentina avait remarqué la froideur de la femme blonde dès le premier instant. Maintenant, elle comprenait que c'était plus qu'une simple antipathie. La porte s'ouvrit sans prévenir. Renata entra comme une tempête, ses talons résonnant sur le marbre et un dossier serré sous le bras. « As-tu fini de jouer les héros ?» lança-t-elle à Ivan, ignorant délibérément Valentina. « Le conseil d'administration attend ton rapport trimestriel depuis 2 heures. »« Je suis en train de faire quelque chose d'important, » répondit-il d'un calme glacial. « Plus important que l'hôtel que ton père a construit pendant 30 ans, » Renata lança un regard méprisant à Valentina, tout ça pour une paire d'orphelins avec une histoire larmoyante. Thomas, effrayé par le ton agressif, se rapprocha instinctivement de sa sœur. Valentina l'étreignit, affrontant le regard de Renata sans ciller. « Madame, nous apprécions l'hospitalité de l'hôtel. Nous paierons chaque centime. » Le rire de Renata résonna dans la pièce. « Avec quoi? Avec les billets tachés de cette valise suspecte? Crois-tu que je n'ai pas enquêté? Ton beau-père a déjà déposé une plainte pour vol. » Ivan s'interposa entre les deux femmes. « Assez, Renata. L'argent est légitime, les documents authentiques et l'histoire vérifiable. Si tu ne peux pas garder ton sang-froid professionnel, je te suggère de te retirer. » Le visage de Renata se transforma en un masque d'incrédulité. « Tu les choisis eux plutôt que moi. »« Plutôt que nous ? » ?»« Je choisis de faire ce qui est juste, » répondit-il simplement. Quand Renata quitta la pièce, un silence pesant flotta dans l'air. Valentina remarqua l'expression fatiguée d'Ivan, les petites rides autour de ses yeux qui trahissaient des nuits sans sommeil. « Je suis désolé d'avoir causé des problèmes entre vous, » murmura-t-elle. Ivan secoua la tête. Les problèmes existaient déjà. Cela ne les a rendus que visibles. L'après-midi avançait lorsque l'avocat de l'hôtel confirma l'ouverture de comptes fiduciaires pour les frères et sœurs. L'argent serait disponible,
mais avec des restrictions jusqu'à la majorité de Valentina. Ils auront besoin d'un tuteur légal temporaire, expliqua l'avocat. Quelqu'un qui supervisera la fiducie jusqu'à ce moment-là. Il ne reste que 5 mois avant mon anniversaire, objecta Valentina. Puis-je m'en occuper? Ivan allait répondre lorsque son assistant entra précipitamment. Monsieur, il y a un problème à la réception. Un homme exige de voir les enfants. Il dit être leur beau-père et est accompagné d'un officier de police. La couleur quitta le visage de Valentina. Thomas s'agrippa à sa main avec force. Ne nous laisse pas retourner avec lui, supplia l'enfant d'une voix brisée. S'il te plaît. Ivan contempla les frères et sœurs, puis les documents sur la table. Son expression se durcit avec détermination. Personne ne vous emmènera nulle part, promit-il. Pas tant que je pourrai l'empêcher. À la réception du luxueux hôtel, Rodrigo Vega attendait avec impatience, ignorant que son monde était sur le point de changer à jamais. L'homme qui, pendant des années, avait méprisé les enfants de sa femme, allait bientôt découvrir que ces enfants insignifiants possédaient maintenant le pouvoir qu'il avait tant convoité. Le hall de l'hôtel impérial se transforma en un champ de bataille silencieux. Rodrigo Vega, avec sa chemise froissée et sa barbe de 3 jours, détonnait complètement avec l'élégance de l'environnement. À ses côtés, un officier de police attendait avec une expression gênée. « Ces enfants sont ma responsabilité légale », hurla Rodrigo quand Ivan s'approcha. « Il me revient de décider où et avec qui ils vivent. » Ivan maintint un calme étudié, typique de celui qui a traversé d'innombrables crises d'entreprise. « Je comprends votre préoccupation, monsieur Vega. Cependant, il me semble que vous les avez vous-même expulsés de votre domicile après le décès de votre épouse. » Rodrigo changea son poids d'un pied à l'autre, conscient des regards des clients qui passaient. C'était un malentendu. J'étais dévasté par la mort d'Elena. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. L'officier toussa, visiblement mal à l'aise avec la situation. Selon la plainte, les mineurs ont soustrait de l'argent et des documents importants, intervint-il d'un ton professionnel. Nous devons vérifier ces accusations. Bien sûr, acquiesça Ivan. Je suggère de poursuivre cette conversation dans mon bureau, loin des oreilles indiscrètes. Dans la suite, Valentina avait écouté l'échange via l'appel que Ivan avait laissé intentionnellement connecté. Elle étreignit Thomas, qui tremblait légèrement. « N'aie pas peur, Tommy, murmura-t-elle contre ses cheveux. Souviens-toi de ce que maman disait toujours, la vérité trouve son chemin. Le petit hocha la tête, s'accrochant au médaillon de sa grand-mère comme à un talisman protecteur. Dans le bureau de la direction, Ivan déploya méthodiquement les documents devant l'officier et Rodrigo, le testament notarié, les comptes bancaires, la lettre d'Elena expliquant ses raisons de garder le patrimoine séparé. Comme vous pouvez le voir, officier, il n'y a pas eu de vol, expliqua-t-il avec une précision chirurgicale. Madame Castillo a légalement disposé de ses biens, excluant explicitement Monsieur Vega comme bénéficiaire ou administrateur. Le visage de Rodrigo passa de la perplexité à la colère et finalement au calcul froid. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il assimilait l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Ces documents pourraient être falsifiés, objecta-t-il faiblement. Elena n'a jamais mentionné posséder une telle fortune. Précisément parce qu'elle craignait cette réaction, intervint une voix depuis la porte. Valentina se tenait sur le seuil, le dos droit et le regard ferme. Elle avait laissé Thomas aux soins d'une employée de confiance. Maman savait parfaitement quel genre d'homme tu étais, continua-t-elle, affrontant pour la première fois son beau-père sans peur. C'est pourquoi elle a protégé notre avenir. Rodrigo modifia instantanément sa stratégie. Son visage se transforma en un masque de repentir. Valentina, ma fille, tout cela est un terrible malentendu. Sa voix adopta un ton mielleux qu'elle connaissait bien. J'étais désespéré à vous chercher. Je veux juste que nous rentrions à la maison, que nous redevenions une famille. Valentina eut la nausée devant cette mise en scène. Pendant des années, elle avait supporté ses mépris, ses commentaires blessants, son indifférence calculée. Maintenant, avec des millions de dollars en jeu, ils étaient soudainement une famille. Nous n'avons jamais été une famille pour toi, répondit-elle avec sérénité. Nous n'étions qu'un fardeau que tu supportais pour être avec maman. Tu nous l'as très clairement fait comprendre hier encore quand tu nous as jetés dehors avec le peu que nous avions. L'officier, qui était resté silencieux à examiner les documents, ferma finalement le dossier.
Je ne vois pas d'éléments pour étayer l'accusation de vol, conclut-il. Les documents semblent légitimes et la volonté de la défunte est claire. Rodrigo changea de tactique à nouveau. Ce sont des mineurs, insista-t-il. Ils ont besoin d'un tuteur légal. Et en tant qu'époux d'Elena, ce droit m'appartient. Ex-époux, corrigea Ivan, extrayant un autre document du dossier. Selon ce certificat, Elena Castillo a demandé le divorce 3 mois avant son décès. La procédure était en cours. Cette révélation frappa Valentina comme une vague inattendue. Sa mère n'avait jamais mentionné le divorce. Avait-elle supporté Rodrigo jusqu'à la fin, ou le croyait-elle? Maman allait te quitter, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les présents. C'est pourquoi tu étais si furieux dernièrement. Rodrigo abandonna toute prétention d'amabilité. Son visage se contorsionna en une grimace de mépris. Ta mère était une manipulatrice. Elle a caché cet argent pendant des années pendant que je me tuais au travail. Au travail? Le rire amer de Valentina surprit même Ivan. Tu n'as pas gardé un emploi plus de 3 mois consécutifs. Maman payait toutes les factures pendant que tu dépensais en paris et en alcool. L'officier, visiblement mal à l'aise avec la dispute familiale, s'éclaircit la gorge. Cette situation nécessite l'intervention des services sociaux pour déterminer la garde temporaire, déclara-t-il. En attendant, les mineurs devraient rester dans un environnement neutre et sûr. Ils peuvent rester à l'hôtel, proposa Ivan immédiatement. Je me porte personnellement garant de leur bien-être jusqu'à ce que la situation légale soit résolue. Le regard que Rodrigo lança à Ivan contenait une haine viscérale. Qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Cracha-t-il. Quel intérêt as-tu pour ces gamins? Avant que Ivan ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Renata entra d'un pas décidé, suivi d'un homme en costume impeccable. Monsieur Vega a raison de douter de vos motivations, cher, sa voix distillait une douceur artificielle. C'est pourquoi je me suis permise de contacter notre attaché de presse. Cette histoire a tous les éléments pour un délicieux scandale médiatique. Le puissant homme d'affaires qui sauve 2 mineurs vulnérables avec une fortune mystérieuse. Ivan affronta Renata avec froideur. Votre préoccupation pour la réputation de l'hôtel est émouvante, surtout si l'on considère que vous avez violé la confidentialité de nos clients. Renata sourit avec malice. J'essaie seulement de vous protéger de vous-même, mon cher. Votre père serait dévasté de voir comment vous risquez l'héritage familial pour une impulsion sentimentale. Valentina observait l'échange, comprenant qu'elle était devenue involontairement le centre d'une bataille qui transcendait la garde ou l'argent. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel entre Ivan et Renata, qui éclatait maintenant en utilisant les frères et sœurs comme catalyseurs. L'officier, submergé par la tension croissante, prit une décision pragmatique. Je programmerai une audience avec le juge de la famille pour demain matin à la 1er heure, annonça-t-il. D'ici là, les mineurs resteront sous la responsabilité de Monsieur Mendoza, étant donné qu'ils sont déjà installés ici et que l'enfant est convalescent. Rodrigo tenta de protester, mais l'officier leva une main pour le faire taire. C'est une mesure temporaire, Monsieur Vega. Demain, vous pourrez présenter vos arguments devant le juge. Quand tout le monde quitta le bureau, Valentina resta immobile, assimilant les événements. Ivan s'approcha, lui offrant un verre d'eau. Je suis désolé que tu aies à traverser cela, dit-il avec sincérité. Aucun adolescent ne devrait faire face à une telle situation. Valentina accepta l'eau, étudiant le visage fatigué de l'homme d'affaires. Pourquoi nous aides-tu vraiment? Demanda-t-elle directement. Renata a raison sur un point. Tu n'as aucune obligation envers nous. Ivan contempla la ville à travers la fenêtre avant de répondre. Peut-être parce que je reconnais en toi quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps, avoua-t-il finalement, la capacité de se battre pour ceux qu'on aime sans calculer le coût. Cette nuit-là, tandis que Thomas dormait paisiblement, Valentina reçut une enveloppe officielle. En l'ouvrant, son sang se glaça. Rodrigo avait déposé une demande de tutelle temporaire, invoquant des liens familiaux et une stabilité émotionnelle pour les mineurs. Le document, rédigé dans un langage juridique impeccable, dépeignait Rodrigo comme un beau-père aimant, dévasté par la perte de son épouse et préoccupé par le bien-être des enfants qu'il considérait comme les siens. Valentina regarda son frère endormi, se souvenant des nuits où elle l'avait consolé après les cris de Rodrigo, des fois où elle avait inventé des excuses pour justifier pourquoi l'homme n'assistait jamais à leur présentation scolaire.
Ils ne nous enlèveront plus rien, murmura-t-elle avec une détermination renouvelée. Je te le promets, Tommy. Dans sa chambre du même hôtel, Ivan affrontait sa propre bataille. Sur son bureau, à côté des documents du cas des frères et sœurs Castillo, reposait une bague de fiançailles rendue. La rupture définitive avec Renata n'avait été qu'une question de temps, mais elle se mêlait maintenant inextricablement au destin de deux enfants qui, en moins de 48 heures, avaient altéré le cours de sa vie structurée et solitaire. Les couloirs du tribunal de la famille s'étendaient comme un labyrinthe de marbre froid et de bois poli. Valentina tira nerveusement les plis de la robe bleue qu'une des employées de l'hôtel lui avait prêtée pour l'occasion. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal et la solennité des lieux intensifiait son anxiété. Ivan, à ses côtés, projetait une confiance qu'elle tentait d'absorber. Le costume gris foncé et la cravate impeccable lui conféraient une autorité naturelle qui contrastait avec l'apparence rapiécée de Rodrigo, qui attendait à l'autre bout du couloir aux côtés d'une avocate à l'expression sévère. « Souviens-toi » murmura Ivan, se penchant vers Valentina. « Le juge cherchera ce qu'il y a de mieux pour vous. Laisse les documents parler d'abord, puis ton témoignage. La vérité a son propre poids. » La salle d'audience se révéla moins intimidante que Valentina ne l'avait imaginé. Le juge Hernandez, un homme aux cheveux gris et au regard pénétrant, examinait des dossiers pendant que les personnes présentes s'asseyaient. Procédure de tutelle temporaire pour les mineurs Valentina et Thomas Castillo, annonça le secrétaire d'une voix monocorde. Demande présentée par Monsieur Rodrigo Vega et, exceptionnellement, par Monsieur Ivan Mendoza. Valentina se tourna brusquement vers Ivan, surprise. Il n'avait pas mentionné avoir déposé une demande de tutelle. L'audience commença par les formalités légales. L'avocate de Rodrigo brossa un tableau émouvant, un beau-père affligé par la perte de son épouse bien-aimée, préoccupé par des enfants désorientés qui s'étaient enfuis en emportant des biens de valeur. Mon client a fait partie de la vie de ces mineurs pendant 7 ans, souligna l'avocate. Il connaît leurs besoins, leurs routines, leurs écoles. Monsieur Mendoza, aussi admirable soit son intérêt, est un parfait étranger pour eux. Le représentant légal des Ivan, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture fine, se leva calmement. Votre honneur, avant de poursuivre avec des arguments émotionnels, je souhaite présenter des preuves documentaires qui établissent des faits pertinents pour cette affaire. Méthodiquement, l'avocat déploya la chronologie qu'ils avaient préparée, le certificat de décès d'Elena, le testament notarié, excluant expressément Rodrigo, la plainte pour maltraitance qu'Elena avait déposée 6 mois auparavant et ensuite retirée, les démarches de divorce entamées peu avant son décès. De plus, continua l'avocat, nous avons des déclarations sous serment de voisins qui confirment que Monsieur Vega a expulsé les mineurs du domicile familial le jour même des funérailles de leur mère. Le visage du juge se durcit tandis qu'il examinait les documents. Rodrigo se déplaça inconfortablement sur son siège. Monsieur Vega, parla finalement le magistrat, niez-vous avoir expulsé les mineurs de votre domicile? Rodrigo toussa, cherchant des mots conciliants. J'étais dévasté, votre honneur. La douleur a momentanément obscurci mon jugement. Je n'ai jamais imaginé que les enfants interpréteraient mes paroles comme une expulsion définitive. Le juge se tourna alors vers Valentina. Mademoiselle Castillo, pourriez-vous nous raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là? Valentina se redressa, sentant tous les regards sur elle. Elle respira profondément, se souvenant des paroles d'Ivan. Laisse la vérité parler. Nous sommes rentrés du cimetière vers 16 heures. Elle commença, sa voix d'abord tremblante, gagnant progressivement en fermeté. Rodrigo a ouvert la porte et a dit textuellement, « Vous avez 1 heure. Ce que vous ne prendrez pas, je le jette à la poubelle. » Il buvait de la tequila directement à la bouteille. Il nous a ensuite donné 30 minutes, en criant depuis le salon. Son témoignage continua, précis et douloureusement honnête. Elle décrivit le voyage clandestin, la peur, la faim, le désespoir qui les mena à l'hôtel impérial, suivant les instructions de sa mère. Nous n'avons jamais su pour l'argent, conclut-elle. Maman m'a juste demandé d'apporter les documents à cette adresse. Elle a dit que là, nous trouverions de l'aide. Le juge hocha la tête, pensif. Il se tourna vers Ivan. Monsieur Mendoza, votre demande de tutelle est inhabituelle. Vous n'avez aucun lien de parenté avec les mineurs ni aucune connexion préalable avec la famille. Pouvez-vous expliquer votre intérêt dans cette affaire? Ivan se leva avec la dignité tranquille qui le caractérisait. Votre honneur, initialement,
mon seul intérêt était de protéger 2 mineurs vulnérables qui sont arrivés à mon hôtel dans des circonstances extraordinaires. Cependant, en connaissant leur situation, j'ai reconnu une responsabilité morale. Ces enfants ont besoin de stabilité, de protection et de respect pour la volonté de leur mère. Je peux leur fournir tout cela. Et votre vie professionnelle chargée ? Interrogea le juge. Diriger un empire hôtelier exige un temps considérable. J'ai réorganisé mes priorités, votre honneur. De plus, je dispose des ressources nécessaires pour garantir une attention, une éducation et un soutien psychologique adéquat. Je ne prétends pas remplacer leurs parents, seulement offrir un environnement sûr jusqu'à ce que Valentina atteigne la majorité. L'audience se prolongea pendant des heures. Des témoins décrivirent le comportement erratique de Rodrigo pendant des années, son désintérêt habituel envers les enfants, ses absences fréquentes. Le personnel de l'hôtel témoigna de l'attention que Valentina portait à son frère et de la manière dont Ivan avait mobilisé des ressources pour assurer leur bien-être. Finalement, alors que le soleil commençait à décliner, le juge annonça sa décision. Ayant évalué les témoignages et les preuves, ce tribunal détermine que l'intérêt supérieur des mineurs exige un environnement stable, exemple de conflits potentiels liés à leur héritage, déclara-t-il avec fermeté. J'accorde la tutelle temporaire à Monsieur Ivan Mendoza pour une période initiale de 6 mois avec une supervision mensuelle des services sociaux. Rodrigo se leva brusquement, son visage défiguré par la colère. C'est une farce. Hurla-t-il. Ces enfants m'appartiennent. L'argent m'appartient de droit. Cette explosion scella définitivement son destin. Le juge ordonna son expulsion immédiate de la salle, ajoutant une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher les mineurs ou l'hôtel impérial. Dans le taxi du retour, Valentina resta silencieuse, assimilant la victoire qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre complètement. Thomas, étranger aux complexités juridiques, était resté à l'hôtel à dessiner sous la supervision d'une nounou professionnelle. « Pourquoi n'as-tu pas mentionné que tu demanderais notre tutelle ?» demanda-t-elle finalement à Ivan. « Je craignais de créer des attentes, » répondit-il avec sincérité. Je n'étais pas sûr que le juge considérait ma demande appropriée. Valentina contempla le profil de l'homme qui, en seulement 4 jours, avait radicalement transformé ses circonstances. « Que ferons-nous maintenant ?» dit-elle, plus pour elle-même que comme une vraie question. « Ce que tu décideras, » répondit Ivan. « C'est ta vie, ton avenir, ton héritage. Je suis juste là pour faciliter le chemin. » Cette nuit-là, tandis que Thomas dormait paisiblement dans sa chambre attenante, Valentina prit la première décision véritablement adulte de sa vie. Elle appela l'avocat et donna des instructions précises. La moitié de l'héritage serait placée dans une fiducie éducative pour Thomas, à l'abri de toute éventualité future. L'autre moitié serait divisée entre un fonds pour sa propre université et un investissement modeste, mais sûr. À l'aube, quand Ivan reçut les instructions notariées, il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire d'admiration. Cette adolescente, endurcie par la douleur et la responsabilité précoce, faisait preuve d'une sagesse que beaucoup de ses partenaires commerciaux n'atteindraient jamais. La discrète célébration qu'ils avaient prévue pour annoncer à Thomas les bonnes nouvelles fut abruptement interrompue. Renata apparut à la porte de l'appartement privé des Ivan, accompagnée de 3 journalistes et d'un photographe. « Les voici !» s'exclama-t-elle avec une fausse surprise. Les mystérieux orphelins millionnaires et leurs chevaliers en armure étincelante. Que pensez-vous de cette histoire émouvante pour votre première page ? Les flashs éclatèrent comme des éclairs, capturant l'expression horrifiée de Valentina, la peur subite de Thomas et la fureur contenue des Ivan. Le scandale qu'ils avaient tant tenté d'éviter venait d'éclater sous leurs yeux, menaçant d'exposer leur fragile nouvelle vie à l'implacable examen public. Le chaos déclenché par les flashs photographiques ne dura que quelques secondes. Avec la précision d'un stratège expérimenté, Ivan actionna le système de sécurité intégré à son appartement. Des stores blindés descendirent automatiquement, bloquant fenêtres et accès tandis que des lumières d'urgence baignaient la pièce d'une lueur ambrée. « Sécurité, nous avons des intrus dans la résidence principale », prononça-t-il d'un calme glacial dans l'interphone. Expulsion immédiate pour les journalistes et mademoiselle Fuentes. Le visage de Renata passa de la satisfaction malicieuse au désarroi absolu. « Vous ne pouvez pas me traiter ainsi !» protesta-t-elle tandis que 2 gardes apparaissaient dans le couloir. « Je suis la directrice des relations publiques. » Vous l'étiez, corrigea Ivan sans altérer son ton. Votre accès à l'hôtel est révoqué dès à présent.
Valentina observait la scène, protégeant Thomas, qui s'agrippait à sa taille en tremblant légèrement. Les journalistes, maintenant mal à l'aise face au tournant des événements, se laissèrent escorter sans résistance. Cela ne s'arrête pas là, menaça Renata alors qu'on la conduisait vers l'ascenseur. Le conseil d'administration saura comment vous avez compromis la réputation de l'Impérial par un caprice absurde. Quand la porte de l'ascenseur se referma, un silence dense envahit l'appartement. Thomas fut le premier à le rompre. « Vont-ils nous enlever les photos ?» demanda-t-il d'une petite voix. La maîtresse a dit que certaines personnes volent les âmes avec les appareils photo. Ivan s'agenouilla à la hauteur de l'enfant, une posture qu'il n'aurait jamais adoptée lors de ses négociations corporatives. « Personne ne peut voler ton âme, Thomas, répondit-il avec une douceur inhabituelle. Et je te promets que ces photographies ne verront jamais le jour. Le petit hocha la tête, pas entièrement convaincu, mais faisant confiance à cette figure qui, en moins d'une semaine, avait montré plus de solidité que tout autre adulte dans sa vie récente. Ce même après-midi, le conseil d'administration du groupe hôtelier Mendoza se réunit en session extraordinaire. Ivan fit face aux 12 membres avec la sérénité de celui qui sait exactement ce qu'il risque. Renata a divulgué des informations confidentielles sur des clients mineurs, violant non seulement nos politiques, mais aussi la législation sur la protection de l'enfance, expliqua-t-il sans ambages. De plus, elle a utilisé les ressources de l'hôtel pour des enquêtes non autorisées et a coordonné une invasion de ma résidence privée avec la presse à scandale. Les directeurs échangèrent des regards inquiets. Federico Montero, le membre le plus ancien du conseil, s'éclaircit la gorge. Ivan, nous apprécions tous votre zèle professionnel, mais la situation personnelle dans laquelle vous vous êtes engagé soulève des préoccupations légitimes. Votre engagement avec Mademoiselle Fuentes était pratiquement annoncé et maintenant. Ma vie personnelle n'a jamais interféré avec mes décisions d'affaires, interrompit Ivan. Et je ne permettrai pas que ce conseil utilise 2 mineurs vulnérables comme excuse pour remettre en question mon leadership. Les 3 heures suivantes s'écoulèrent entre des discussions animées, la révision des statuts et des votes tendus. Au final, par 8 voix contre 4, le conseil soutint la décision des Ivan, destituant officiellement Renata et approuvant un communiqué sobre mais ferme sur la politique de confidentialité inviolable de l'hôtel. Pendant ce temps, dans l'appartement, Valentina aidait Thomas avec un devoir de mathématiques que la tutrice privée avait laissé. La normalité quotidienne de cette scène contrastait dramatiquement avec la tempête médiatique que Ivan contenait aux étages inférieurs. « Val, on va rester ici pour toujours ?» demanda Thomas, mordillant son crayon. Valentina contempla son frère, remarquant pour la première fois depuis des jours comment ses joues avaient retrouvé leur couleur, comment ses yeux brillaient d'une curiosité enfantine au lieu d'une peur constante. « Je ne sais pas, Tommy, répondit-elle honnêtement. Mais je pense que nous sommes en sécurité pour l'instant. Le petit hocha la tête, considérant la réponse avec un sérieux impropre à son âge. J'aime bien Ivan, déclara-t-il finalement. Il ne crie pas comme Rodrigo et il me regarde toujours quand je parle. Cette observation, si simple et profonde à la fois, provoqua un nœud dans la gorge de Valentina. Pendant des années, elle avait tenté de compenser l'indifférence de son beau-père, inventant des excuses pour justifier ses absences et ses affronts. Maintenant, Thomas expérimentait pour la première fois ce que signifiait être véritablement vu par une figure masculine. Quand Ivan revint, épuisé mais victorieux, il trouva les frères et sœurs endormis sur le canapé. Thomas, appuyé sur les genoux de Valentina, elle-même la tête légèrement inclinée, tous deux entourés de cahiers et de crayons de couleur. Pendant un instant fugace, Ivan se souvint de sa propre enfance solitaire dans ce même bâtiment. Fils unique d'un magnate hôtelier obsédé par l'expansion de l'empire familial, il avait grandi entre des nounous temporaires et des tuteurs exigeants, s'efforçant toujours de satisfaire des attentes impossibles. Avec précaution pour ne pas les réveiller, il plaça une couverture légère sur eux. Le mouvement doux réveilla Valentina, qui cligna des yeux, désorientée. « Qu'est-ce qui s'est passé avec le conseil ?» murmura-t-elle, essayant de ne pas bouger Thomas. « Tout est résolu, » répondit Ivan, s'asseyant dans le fauteuil contigu. « Renata ne travaille plus pour l'hôtel et les journalistes ont signé des accords de confidentialité. Tes photographies n'apparaîtront jamais dans aucun média. » Valentina hocha la tête, assimilant l'information avec la maturité accélérée que les circonstances lui avaient imposée. « Merci, dit-elle simplement. Pas seulement pour ça, mais pour tout. » Ivan contempla la jeune femme qui, à 17 ans, avait fait preuve de plus d'intégrité et de courage que beaucoup d'adultes dans son cercle d'affaires.
Ne me remercie pas encore, répondit-il avec un sourire fatigué. Le chemin sera compliqué. S'adapter à une nouvelle vie, gérer l'héritage, terminer tes études tout en prenant soin de Thomas. Nous ne sommes pas seuls cette fois, compléta-t-elle, se surprenant elle-même par la confiance implicite dans cette affirmation. Un silence confortable, différent de tout autre qu'ils avaient partagé, s'installa entre eux. Ce n'était pas le silence gênant d'étrangers forcés par les circonstances, mais la quiétude partagée de ceux qui commencent à se reconnaître comme une famille. 3 semaines plus tard, la routine avait acquis ses propres rythmes. Valentina suivait des cours dans une prestigieuse école privée, transportée quotidiennement par un chauffeur discret. Thomas alternait entre tutorat personnalisé et thérapie psychologique, retrouvant progressivement la confiance et la spontanéité propres à son âge. Ivan, contrairement à toutes les prédictions de son entourage professionnel, avait réorganisé son emploi du temps pour être présent au moments clés, réunions scolaires, séances avec le psychologue pour enfants et même un après-midi hebdomadaire dédié exclusivement aux activités choisies par Thomas. C'est lors d'un de ces après-midi, alors qu'il construisait un modèle compliqué de vaisseau spatial, que le moment qui allait tout changer se produisit. « Puis-je te demander quelque chose d'important ?» dit Thomas, concentré sur l'alignement de 2 minuscules pièces. « Bien sûr, » répondit Ivan, appliquant soigneusement une goutte de colle. « Ça te dérangerait si je t'appelais papa ?» La question surgit avec une innocence enfantine, sans le poids qu'elle aurait eu pour un adulte. « Je n'ai pas à le faire si tu ne veux pas. » La colle glissa, tachant la table. Ivan resta absolument immobile, assimilant ces mots simples qui résonnaient comme un tremblement de terre émotionnel en lui. « Thomas, » commença Ivan, choisissant soigneusement chaque mot. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie. Mais seulement si tu le ressens vraiment ainsi. » L'enfant hocha la tête solennellement, comme s'il confirmait un fait scientifique irréfutable. « Je le sens ici, » dit-il en désignant sa poitrine. Valentina dit que c'est là que l'on ressent les choses vraies. Cette nuit-là, tandis que Thomas dormait, Ivan partagea avec Valentina ce qui s'était passé. Il s'attendait à de la nervosité, peut-être même du rejet. Au lieu de cela, il trouva un sourire tranquille. Ce n'était qu'une question de temps, commenta-t-elle. Il parle constamment de toi. Tu es son héros. Et toi ? demanda Ivan, conscient de marcher sur un terrain délicat. Comment te sens-tu face à cette situation ? Valentina contempla par la fenêtre les lumières nocturnes de Mexico, cette mégalopole qui, quelques jours auparavant, lui avait semblé si hostile et qui commençait maintenant à se sentir comme un foyer. Maman disait que la famille n'est pas toujours celle qu'on te donne, mais celle que tu choisis, répondit-elle finalement. Je crois que d'une certaine manière, nous nous sommes choisis mutuellement. Ivan hocha la tête, comprenant le poids de ces mots. Ce même matin, il avait entamé les démarches pour l'adoption légale permanente des 2 frères et sœurs. Le processus serait long et potentiellement compliqué. Renata, rancunière et vengeresse, avait lancé une campagne de rumeurs malveillantes. Les avocats mettaient en garde contre d'éventuels obstacles bureaucratiques et judiciaires, mais pour la première fois de sa vie disciplinée et méticuleusement planifiée, Ivan Mendoza était prêt à se battre pour quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler complètement, quelque chose qui transcendait les bilans financiers et les stratégies d'entreprise, quelque chose de vraiment inestimable. « Papa » avait dit Thomas. Et dans ce simple mot de 4 lettres, l'implacable homme d'affaires avait trouvé un but qu'aucun succès professionnel ne pourrait jamais égaler. Les cerisiers du parc central déployaient leur beauté printanière éphémère, ponctuant de rose pâle le paysage urbain. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où une valise ouverte par accident révéla non seulement une fortune inattendue, mais aussi le début d'une histoire que personne n'aurait imaginée. Valentina ajusta sa toche de graduation noire tout en contemplant son reflet dans le miroir. À ses 18 ans fraîchement accomplis, la petite fille effrayée qui avait fui avec son frère s'était transformée en une jeune femme sereine, au regard profond et au sourire circonspect, mais authentique. « Tu ressembles tellement à maman », murmura Thomas depuis la porte, impeccablement vêtu d'un costume et d'une cravate minuscule. Valentina se retourna, admirant la transformation de son frère. Le visage autrefois perpétuellement tendu de Thomas rayonnait maintenant de l'insouciance appropriée à ses 10 ans. Ses notes scolaires s'étaient considérablement améliorées et la thérapie hebdomadaire avait opéré des miracles sur ses anciennes peurs nocturnes. « Maman serait très fière de nous », répondit-elle, ajustant la cravate tordue du petit. « Surtout de toi, champion des maths. » Le bruit de pas dans le couloir annonça l'arrivée des Ivan.
Son expression transmettait un mélange particulier de fierté paternelle et de nervosité inhabituelle chez l'homme d'affaires habituellement imperturbable. La voiture attend en bas, annonça-t-il, s'arrêtant pour admirer Valentina. La diplômée la plus brillante de la promotion. Seulement la 3e place, corrigea-t-elle avec modestie. Étant donné que tu as complété 2 semestres en 4 mois tout en faisant face à une procédure d'adoption, je dirais que c'est extraordinaire, insista-t-il, avec cette fermeté aimable qu'elle avait appris à reconnaître comme une préoccupation authentique. Le trajet vers la cérémonie s'écoula entre les bavardages enthousiastes de Thomas à propos de la prochaine foire scientifique et les commentaires occasionnels d'Yvan sur l'université que Valentina avait choisie, la faculté de droit de l'UNAM, où elle commencerait ses études à l'automne. Cependant, une tension subtile flottait dans l'air. Ce même après-midi, après la remise des diplômes, ils auraient l'audience finale pour la procédure d'adoption. Malgré les rapports favorables des assistants sociaux et des évaluateurs psychologiques, une dernière complication était survenue inopinément. « Crois-tu que la juge changera d'avis » demanda finalement Valentina, exprimant la peur partagée. Ivan serra légèrement le volant, ses jointures blanchissant momentanément. La juge ordonnée est connue pour sa minutie, pas pour son inflexibilité, répondit-il avec prudence. Les documents supplémentaires que nous avons présentés devraient lever tout doute sur la disposition testamentaire d'Elena. Le fantôme de Renata planait sur cette dernière complication. Dans un acte final de dépit, elle avait contacté une cousine éloignée d'Elena à Monterrey, la convainquant de réclamer des droits familiaux sur les frères et sœurs. La manœuvre désespérée n'avait réussi qu'à retarder le processus, mais l'incertitude persistait comme une ombre ténue. La cérémonie de graduation resplendissait de la pompe traditionnelle, discours inspirants, pompons déplacés, photographies immortalisant des sourires nerveux et des embrassades effusives. Valentina reçut son diplôme sous les applaudissements, cherchant instinctivement Ivan et Thomas parmi le public. Elle les trouva au 3e rang, le petit sur les épaules de l'homme d'affaires pour une meilleure visibilité, tous deux applaudissant avec un enthousiasme débordant. Cette image resterait gravée dans sa mémoire, sa nouvelle famille, imparfaite, inattendue, mais absolument réelle. 2 heures plus tard, le contraste ne pouvait être plus grand. La sobriété du tribunal de la famille, avec ses murs couleur crème et son mobilier austère, imposait une ambiance de formalité presque oppressive. La juge ordonnée, une femme de 60 ans aux cheveux parfaitement attachés en chignon gris acier, examinait les dossiers avec une minutie implacable. Procédure d'adoption permanente. Dossier AC 742, annonça le secrétaire. Demandeur Ivan Alejandro Mendoza Ruiz. Mineur Valentina Castillo Suarez et Thomas Castillo Suarez. La cousine de Monterrey ne s'était pas présentée, mais son avocat soulevait des objections basées sur des liens sanguins prééminents et des doutes quant à l'adéquation de l'environnement fourni par un célibataire dédié aux affaires. Le représentant légal d'Yvan contre-attaqua méthodiquement, présentant des évaluations psychosociales, des résultats scolaires remarquables des 2 frères et sœurs, des témoignages d'enseignants et de thérapeutes, et même une analyse détaillée du temps que Yvan avait réorganisé dans son emploi du temps professionnel pour le consacrer exclusivement à la famille. Thomas, agité après une heure d'arguments juridiques, se pencha vers Valentina. « Pourquoi doivent-ils décider si nous pouvons être une famille » murmura-t-il. « Nous sommes déjà une famille. » La profonde simplicité de cette observation arracha un sourire involontaire à la juge, qui avait apparemment entendu le commentaire. « Le mineur a raison sur le fond, » commenta-t-elle, interrompant l'avocat opposant. Ce tribunal doit déterminer si la relation existante mérite une reconnaissance légale, et non la créer artificiellement. Après une pause de 20 minutes qui parut s'étirer éternellement, la juge revint avec une expression sereine. Ayant évalué exhaustivement les circonstances extraordinaires de cette affaire, les rapports professionnels et fondamentalement le bien-être démontré des mineurs pendant la période de tutelle temporaire, ce tribunal accorde l'adoption plénière et définitive sollicitée par M. Mendoza. Un soupir collectif parcourut la salle. Thomas, sans protocole ni retenue, sauta directement dans les bras d'Yvan, qui le reçut avec un rire libérateur. Valentina resta immobile un instant, comme si elle avait besoin de digérer la réalité de ce verdict. De plus, continua la juge avec un sourire à peine perceptible, étant donné que mademoiselle Castillo a atteint la majorité pendant ce processus, son inclusion dans l'adoption représente un acte symbolique, mais significatif. Ce tribunal le reconnaît comme l'établissement formel d'un lien familial qui, comme l'a bien souligné le mineur, existait déjà en pratique. La signature des documents finaux se déroula dans une atmosphère presque onirique.
Valentina observa sa propre main tracer la signature qui la transformait légalement en Valentina Castillo Mendoza, un nom qui fusionnait son origine avec son présent, honorant les deux parties de son histoire. Le crépuscule peignait le ciel de Mexico de teintes cuivrées lorsque les trois arrivèrent à leur nouveau foyer. Ce n'était plus l'appartement de l'hôtel, mais une maison spacieuse dans un quartier tranquille avec un jardin pour le chien que Thomas avait secouru 2 mois auparavant et un studio lumineux où Valentina préparait ses cours pour l'université. « J'ai quelque chose pour vous », annonça Ivan en servant de la limonade sur la terrasse. Une sorte de cadeau d'adoption pour Thomas, un télescope professionnel que l'enfant avait admiré en silence lors d'une visite au planétarium. Pour Valentina, quelque chose de moins tangible, mais infiniment plus précieux. La lettre de sa mère, maintenant professionnellement conservée et encadrée, protégée par un verre spécial contre les effets du temps, pour que tu te souviennes toujours d'où tu viens, expliqua Ivan d'une voix légèrement brisée, et que tu saches qu'elle est toujours présente à chaque pas que tu fais. Valentina caressa le cadre, reconnaissant le papier déjà familier où sa mère avait déposé ses dernières paroles, ses espoirs et son amour inconditionnel. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-elle, se dirigeant à l'intérieur de la maison. Elle revint avec un dossier que Ivan reconnut immédiatement, les documents de la fiducie éducative que Valentina avait établie pour Thomas. « J'ai ajouté une modification, » expliqua-t-elle, désignant une clause spécifique. La fiducie s'appelle maintenant Fondation Elena Castillo et, en plus de couvrir l'éducation de Thomas, elle financera des bourses pour les enfants de mères célibataires atteintes de maladies terminales. Ivan contempla la jeune femme avec une admiration absolue. Dans des moments comme celui-ci, il reconnaissait en elle une force et une générosité qui transcendaient toutes les adversités vécues. « Ta mère serait immensément fière, » murmura-t-il. « Je le suis. » L'aboiement enthousiaste du chien annonça l'arrivée des invités pour le dîner de célébration. Camarades de classe de Thomas, amis récents de Valentina, quelques directeurs de l'hôtel qui avaient soutenu Ivan inconditionnellement pendant le processus. Tandis que la maison se remplissait de voix et de rires, Valentina contempla la scène depuis un coin tranquille. Le chemin parcouru depuis cette nuit pluvieuse semblait presque impossible, de la peur absolue à la sécurité, du désespoir à l'espoir, de la survie à la vie pleine. Thomas s'approcha, lui offrant un morceau de gâteau avec la solennité de celui qui remet un trésor inestimable. « Nous sommes libres maintenant, n'est-ce pas, Val ?» demanda-t-il avec cette intuition profonde qui émergeait occasionnellement dans ses commentaires. Valentina étreignit son frère, sentant le poids léger de la lettre encadrée qu'elle tenait encore à la main. Elle pensa à sa mère, aux décisions difficiles qu'elle avait prises pour les protéger, aux prix invisibles qu'elle avait payés pour leur garantir un avenir. « Oui, Tommy, » répondit-elle finalement. « Peut-être qu'ils nous ont enlevé beaucoup de choses, mais ils n'ont plus jamais touché à notre liberté. » La nuit avançait sereine, enveloppant de son manteau étoilé cette famille construite contre toute attente, une famille qui avait appris de la manière la plus difficile que les vrais liens ne naissent pas toujours du sang, mais des choix courageux, des secondes chances et de la volonté inébranlable de protéger ce qui compte vraiment, quel qu'en soit le prix.